Et donc, je vais inviter la première d'entre eux, Laure Doré, qui va nous parler des attentes, justement, des patients et des familles, et donc introduire ce symposium. Merci, Madame Doré. Bonjour, alors, hop, merci. Merci de m'accueillir. Alors, je vais vous présenter une étude qui concerne les aidants, c'est-à-dire les parents d'enfants atteints du syndrome d'Al-Agil. Cette étude a été menée à l'initiative du laboratoire MIROM. Alors, pourquoi était-il important d'avoir une étude ? Parce qu'il y a très peu de données publiées sur les difficultés que rencontre cette catégorie d'aidants, et notamment aucune donnée comparative. Donc, l'objectif de cette étude était évidemment d'explorer et d'identifier les difficultés et de voir quel impact sur la qualité de vie ces difficultés pouvaient avoir. Comment cette enquête a été menée ? Eh bien, c'est une enquête multinationale. Vous voyez qu'elle concerne certains pays d'Europe, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la France, mais également le continent américain, puisqu'on a les USA et le Canada. On a comparé les données recueillies chez cette catégorie d'aidants, donc les parents, on dit les aidants, mais ce sont les parents d'enfants atteints du syndrome d'Al-Agil, avec la population générale au Royaume-Uni. L'âge moyen des aidants, alors il y avait 95 répondants, l'âge moyen était de 40, un peu plus de 40 ans. Ces aidants sont donc originaires des pays que j'ai cités. Alors je suis évidemment moi originaire de Paris, de France, donc je fais une petite parenthèse. On a 5% de Français là inscrits dans l'étude. On a eu 3 fois plus de parents répondants intégrés à l'étude, mais les analyses avaient déjà commencé, donc on n'a que 5% de Français. Alors les répondants, comme dans beaucoup d'études, finalement, quand on parle des aidants, c'est beaucoup des mères. Donc on a quasiment 80% des répondants qui sont des mères d'enfants. Les enfants, quant à eux, ils ont en moyenne 9 ans. L'âge médian au moment du diagnostic est de un peu moins de 4 ans et demi. Presque la moitié d'entre eux ont bénéficié d'une transplantation hépatique. Et ils étaient majoritairement masculins, 60%, mais ça, ce n'est pas très significatif pour le syndrome d'Al-Agil. Alors, la symptomatologie, on la connaît peut-être, mais il est important, je crois, de la rappeler, notamment au niveau hépatique, puisque chez 70% de ces enfants, enfin 70% un peu plus de ces enfants présentent un ictère. Un enfant sur 3 présente des xanthomes. L'ictère prolongé et les xanthomes sont quand même des caractéristiques très stigmatisantes pour ces enfants. 80% d'entre eux présentent un prurite. Et si on regarde les enfants non transplantés, c'est 100% des enfants atteints du syndrome d'Al-Agil non transplantés qui présentent un prurite. Alors, si on regarde les enfants transplantés, ce chiffre, certainement, va faire un peu tiquer les pédiatres et pathologues. Et ces chiffres sont effectivement très surprenants. Chez les enfants transplantés, les parents déclarent que pour 60% d'entre eux, le prurite persiste, de moindre mesure, mais persiste après la transplantation, ce qui est quand même assez difficile à expliquer et qui demanderait à être exploité. Pour la moitié des enfants quasiment atteints du syndrome d'Al-Agil, il y a des lésions de grattage, des lésions cutanées, des saignements, des cicatrices. Qui dit prurite dit évidemment altération de la qualité du sommeil pour la moitié de ces enfants. Il y a d'autres symptomatologies que vous connaissez très certainement. Pour un enfant sur 2, il y a des défauts de croissance. Il y a pour plus de 40% des enfants des problèmes de malnutrition. Il y a des symptômes osseux chez plus d'un enfant sur 3. Et il y a un souffle cardiaque chez 60% de ces enfants. On parlait tout à l'heure du prurite et de l'altération du sommeil des enfants, mais évidemment, quand les enfants dorment mal, les parents dorment mal également. Et quand on pose la question, tous les parents d'enfants transplantés ou non, on se rend compte que 73% d'entre eux considèrent que leur sommeil est altéré du fait du prurite de leur enfant. Et si on pose la question aux parents d'enfants non transplantés atteints du syndrome d'Al-Agil, c'est 96% d'entre eux qui répondent que le sommeil est altéré du fait du prurite. Et pour un quart d'entre eux, il est extrêmement altéré avec de multi-réveils toutes les nuits et aucune nuit complète pendant des mois et des mois. Voilà. Alors, il n'y a pas qu'un impact sur le sommeil, il y a également un impact sur le travail. 60% de ces parents ont déclaré avoir dû modifier, réduire ou arrêter leur activité professionnelle. On a mené une étude, nous en France, une étude que j'avais présentée l'année dernière à ce congrès, qui montre que 85% des mères d'enfants atteints du syndrome d'Al-Agil
ont dû adapter leur activité professionnelle ou l'arrêter. C'est un peu moins vrai chez les pères, mais ça c'est vrai, je crois, pour toutes les maladies confondues. En moyenne, ces familles déclarent perdre 7 heures de travail rémunéré par semaine. Et donc 80% de ces familles sont impactées financièrement. Il y a donc le sommeil, il y a le travail, il y a l'aspect financier, mais il y a de fait la santé mentale qui est également impactée. Vous voyez en rose-rouge la catégorie des populations parents d'enfants atteints du syndrome d'Alagille. En bleu, c'est la population générale. Et on voit bien que quand on est aidant d'enfants atteints du syndrome d'Alagille, on a problème d'anxiété et de dépression beaucoup plus important que dans la population générale. Si on interroge les parents d'enfants non greffés, c'est encore plus vrai. Là, je vous ai mis quelques témoignages. Bon, il y en a beaucoup, toujours difficile de faire un choix, mais il y a un aspect évidemment émotionnel important chez ses parents. Cette maman, par exemple, disait que Marc a très vite compris qu'il était différent. Il s'est replié sur lui-même année après année. Il est très solitaire. Il a souvent été mis à l'écart à l'école maternelle et primaire par les autres enfants à cause de ses très nombreux xanthomes. Ça, outre l'aspect physique qui peut faire peur, et nous, les familles en témoignent beaucoup, il y a aussi un effet praxique qui peut poser problème. Quand l'enfant apprend à écrire et que les xanthomes sont sur les mains, il n'arrive pas à tenir de stylo. Quand les xanthomes sont sur les pieds, ils n'arrivent pas à se chausser. Quand c'est sur les oreilles, ils ont du mal à se montrer. Voilà, et c'est ce que décrit Marc, enfin la maman de Marc, qui dit que Marc se cachait toujours les mains dans les poches pour ne pas les montrer. Il porte toujours une capuche pour camoufler les xanthomes qu'il a sur les oreilles. Et encore maintenant, il y a certaines réflexions qui restent difficiles à accepter. Un de ses profs de lycée lui a dit assez récemment « T'as les yeux jaunes, allez, arrête de fumer ». Voilà. Alors évidemment, pour les aidants, il est douloureux. Quand on est soi-même malade, on peut lutter. Mais quand c'est son enfant qui est malade, c'est d'autant plus difficile parce qu'on est souvent impuissant. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a une incertitude quant évidemment à l'avenir. Alors, vous voyez que cette jeune maman à gauche a un enfant d'1 an, et donc elle ne sait pas du tout quel impact la maladie aura sur la vie de son enfant plus tard. Et la maman de cet enfant de 9 ans disait « Moi, j'ai arrêté de travailler pendant plusieurs années pour bien pouvoir suivre les rendez-vous, les traitements médicaux de ma fille. » Elle a eu besoin de payer des séances de avec des psychologues pour essayer de vivre tout ça le mieux ou le moins mal possible. Et ce qui est certain, c'est qu'en plus de devoir vivre avec un enfant malade, on doit aussi vivre avec l'impact que ça a financièrement sur les frères et sœurs, sur tout. Et donc avec des difficultés financières qui sont très, très importantes et qui donnent une certaine incertitude quant à l'avenir de la famille. Pour résumer, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que c'est la première étude internationale qui met en évidence les difficultés rencontrées par cette catégorie d'aidants. Elle demandera à être affinée, mais elle a le mérite d'avoir été lancée et d'exister. Ce qu'on doit retenir, c'est donc l'impact financier, l'impact quant au sommeil et donc au travail aussi, et le niveau d'anxiété et de dépression qui est quand même très important dans cette catégorie de population. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet exposé interpellant. Oui, une première question. Bonjour, merci beaucoup. J'ai peut-être manqué le point. Les enfants transplantés, en termes de qualité de sommeil, parce que vous disiez que les parents rapportaient 60% à peu près de persistance de prurite après transplantation. Au niveau de la qualité du sommeil, ça dit quoi ? Ce 60% est quand même assez surprenant puisque la qualité du sommeil est bien améliorée après la transplantation. Il paraît très improbable, enfin il faudrait poser la question aux pédiatres et pathologues, je leur en ai parlé hier soir pour tout vous dire en disant quand même que ces résultats étaient très très étonnants, ils les surprennent. Peut-être qu'il y a aussi un effet d'habituation, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, c'est-à-dire que quand on s'est gratté pendant très longtemps, eh bien ça fait peut-être partie du quotidien de l'enfant et aussi après une transplantation, les parents disent souvent qu'ils espèrent que ça va complètement s'arrêter. Et si l'enfant fait ça, parce que tout le monde se gratte, mais si l'enfant continue un peu à se gratter comme un enfant classique le ferait, les parents considèrent que du coup, ça n'a pas complètement réglé. Le prurite est une expérience extrêmement traumatisante, et donc le moindre grattage peut-être faire dire, ça demanderait vraiment à être affiné, peut peut-être faire dire que... Mais le sommeil a été largement amélioré, oui. La qualité de sommeil est très très améliorée après transplantation hépatique.
Donc bien sûr, on espère que le prurite est quelque chose qui va maintenant être résolu avec les nouvelles molécules. Mais le patient dont vous parliez, Marco, je pense, ou Marc, pourquoi ne bénéficierait-il pas d'une transplantation? Et donc, en d'autres termes, la transplantation ne s'adresse pas uniquement à sauver des vies, mais aussi à la qualité de vie. Alors, la transplantation dans le syndrome d'Alagille peut être indiquée uniquement du fait du prurite, donc pour améliorer la qualité de vie, mais tous les enfants atteints du syndrome d'Alagille ne peuvent pas bénéficier d'une transplantation puisque c'est une maladie multisystémique. Il peut y avoir une atteinte cardiaque qui contre-indique la transplantation hépatique. Dans certains cas, enfin là, pareil, les médecins en parleront mieux que moi. Donc évidemment que ces nouvelles molécules donnent aux familles énormément d'espoir. Voilà, parce que la transplantation hépatique n'est pas toujours possible. Oui, mais en tout cas, pour des symptômes comme des prurites, comme des xanthomes sur le visage importants au point de devoir, je pense que de notre côté, il y aura indication. Mais les nouvelles molécules bien sûr, semblent améliorer également l'exanthome, c'est-à-dire réduire la taille d'exanthome, ce qui est plutôt positif. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? J'ai entendu oui, mais je ne vois pas d'où il vient. Merci, c'est un très beau travail. Ma question, beaucoup de patients avec Alagille ont d'autres comorbidités, notamment des maladies cardiaques et autres. Comment vous avez interprété ça dans vos analyses? Quel est l'impact de ces catégories de pathologies associées? Et là, on n'a pas... l'impact qui était mesuré, c'était le prurite. Le prurite, c'est plutôt un signe... c'est une symptomatologie hépatique. Et la qualité de vie des patients, des parents, donc des aidants, est quand même intimement liée au prurite. Quand on écoute... Nous, on avait mené une enquête auprès d'une trentaine d'enfants, syndrome d'Alagille. Ce qui revient majoritairement, évidemment... dans la qualité de vie, c'est le prurite. Après, sur l'inquiétude sur l'avenir et le devenir de leurs enfants et puis le risque de décès de l'enfant, ils peuvent effectivement parler du problème cardiaque. Mais la qualité de vie est quand même très, 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 très liée au prurite. Bien. D'autres remarques, questions? Bien, encore un tout grand merci pour cette exposer cette étude. Et maintenant...